Avec un scrutin uninominal majoritaire à un tour et un seul tour, Paul Biya remporte le 11 octobre 1992 les véritables premières élections multipartistes du Cameroun. Chers amis, où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Dans la tête de Paul Biya, 1992. 1992. Quelle année! Mais en même temps, quel gâchis pour l'opposition camerounaise. Quel gâchis! En 1991, pourtant, cette opposition était coalisée. Mais que s'est-il passé? Les voilà aux élections présidentielles en rang dispersé. Mais allons au mois de mars, c'était les élections législatives. John Frondi et Ndam Djoya vont décider de ne pas y participer. Alors, Bello Bouba Maïgari, qui avait créé son parti politique en 1991, va donc saisir la balle et va donc participer à ces élections. Et il sera deuxième. Dans une assemblée nationale de 180 députés, eh bien, les amis, le RDPC aura seulement 88, même pas la majorité. L'UNDP de Bello Bouba Maïgari va s'adjuger près de 68 députés. Daïkole Daïsala, qui l'eût cru, 18 députés avec son parti, le MDR. Et l'UPC, les nationalistes auront 6 députés. Il n'y a pas nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui sont majoritairement votants pour le parti du SDF, et il n'y a pas non plus nos frères du Noun qui sont aussi votants pour l'UDC d'Adamo Ndam Djoya. Revenons aux élections présidentielles. 1 185 466 voix. Voilà le nombre de votants pour Paul Biya. 1 66 602. Le nombre de votants pour John Frondi. 569 887 voix. Le nombre de votants pour Bello Bouba Maïgari. 107 411 voix. Le nombre de votants pour Adamo Ndam Djoya. 23 525. Le nombre de votants pour Jean-Jacques Ekindi. Emma Otou, 12 345. Dans la répartition, Paul Biya, avec ses 1 185 466, obtient 40%. John Frondi, avec ses 1 66 602, obtient 36%. Bello Bouba Maïgari, avec son demi-million, va être à 19,2%. Adamo Ndam Djoya, avec ses 107 000, va être à 3,6%. Jean-Jacques Ekindi, avec son 25 000, va être à 0,8%. Et Emma Otou, avec son 12 000, va être à 0,4%. Très important, mes amis. Regardez bien. Paul Biya remporte les élections parce qu'au Cameroun, le scrutin, il est uninominal majoritaire à un tour. Donc chez nous, il n'y a pas de second tour. Pour ceux qui suivent souvent l'actualité française, les Français, ils ont un scrutin à 2 tours. Hein. On est quand même protectorat français, on copie la France. Avec le Cameroun, c'est un très mauvais élève de la France. Mais revenons au Cameroun. Lorsque l'opposition, en 1991, pense aux élections, pense au multipartisme, leur idée était de coaliser et d'en faire un seul parti pour enfin battre Paul Biya. D'ailleurs, Paul Biya ne va pas aimer cette idée-là. Alors là, Paul Biya va faire des cauchemars lorsqu'il va savoir que l'opposition va être coalisée parce qu'il comprend qu'il peut perdre. Ça fait 10 ans et il se sent fragile. Regardez le mauvais calcul de l'opposition camerounaise. Paul Biya a 40%. Suivez-moi bien. En dessous, vous avez John Frondi à 36%. Après, vous avez Bello Bouba Maïgari à 19,2%. Qu'est-ce que cela aurait coûté à John Frondi et Bello Bouba Maïgari d'être juste ensemble? À eux deux, ils faisaient 55,2%. Et ils battaient Paul Biya majoritairement. Non, ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qui coûtait à John Frondi de faire une coalition avec Ndam Djoya? Ndam Djoya est à 107 000 voix. Jean-Jacques Ekindi est à 25 000 voix.
Emma Otu est à 12 000 voix. John Fondi pouvait faire une coalition juste avec ces trois-là, laisser tomber Bello Bouba Maïgari. Parce qu'à ce moment-là, il aurait son 36%, plus le 3,6 de Ndamjoya, plus le 0,8 de Jean-Jacques Ikidi, plus le 0,4 de Emma Otu, cela lui aurait donné 40,8% et il bat Paul Biya. Si toute l'opposition alors s'était mise ensemble, une fois de plus, il battait Paul Biya. L'opposition camerounaise a tout faux, a tout gâché et a raté sa chance d'écrire son nom dans l'histoire comme étant celle-là qui a réussi à renverser Paul Biya. C'est vrai, l'élection sera truquée. Cette élection sera dénoncée. Les fraudes seront massives. D'ailleurs, il y aura une démission très importante que je vais vous raconter. Si ces opposants avaient laissé tomber leur orgueil surdimensionné et qu'ils avaient accepté d'être derrière John Fondi ou derrière Bello Bouba Maïgari ou derrière Ndamjoya, je me souviens très bien qu'à ce moment-là, c'est Ndamjoya qu'on voyait comme étant le représentant de l'opposition. Mais à un moment donné, ça n'a pas marché. John Fondi, il est clair, il ne voulait rien savoir, il voulait y aller. Voilà comment l'opposition camerounaise va malheureusement rater une chance spectaculaire. Depuis 1992, Paul Biya a compris qu'il a failli perdre son pouvoir. Et là, il a trouvé toutes les stratégies pour ne plus jamais perdre une seule élection présidentielle au Cameroun. Et depuis ce temps-là, il n'y a plus de score de 4% d'écart, non. Le score est assez large. Paul Biya est devenu un sprinter, un homme lion. Il va plus vite que ses adversaires. Maintenant, parlons des fraudes. De quelle fraude on parle concrètement? En fait, il y a une personne que vous avez peut-être entendu parler, mais qu'après ça a disparu. Cette personne s'appelle Georges Achou Mofort. Qui est Georges Achou Mofort? Georges Achou Mofort était le gouverneur de la région de l'Est. À l'époque, on disait la province de l'Est, à Berthois. Ce gouverneur va remettre à Paul Biya une lettre de démission au lendemain des élections présidentielles. Ce gouverneur a surpris tous les Camerounais. C'était une première dans l'histoire du Cameroun qu'un gouverneur puisse dire au président de la République « Je m'en vais, voici, avec tous les respects, je me casse ». Dans sa lettre, le gouverneur a soulevé tout un scandale. Les fraudes et mascarades électorales aux dernières élections présidentielles. Il a dit ceci. Lors des dernières élections présidentielles, le ministre de l'administration territoriale, Gilbert André Tsongi, avait réuni tous les gouverneurs et il leur avait dit ceci. Pour avoir une bonne notation, parce que ce que je ne savais pas, et peut-être vous, les gouverneurs sont notés au Cameroun sur 20. En 1991, le gouverneur de l'Est, ce monsieur Georges Achou Mofort, avait reçu la note de 19,5 sur 20. Cela veut dire que c'est un excellent gouverneur. Il est noté par le ministre de l'administration territoriale. Donc, en prélude des élections présidentielles de 1992, le ministre de l'administration territoriale va donc demander au gouverneur de se rassurer et de faire tout ce qu'il faut pour que Paul Biya obtienne 60% des voix. Le gouverneur de l'Est, lui, il ne sait pas comment on fait. Alors, on va leur remettre un manuel qui s'appelle « Majorité présidentielle ». Dans ce manuel que le ministre leur donne, on leur explique à l'intérieur comment organiser une fraude au profit du président. Il est même allé jusqu'à dire que certains fonctionnaires de l'État se verraient avancer au niveau des grades si le président de la République gagnait. Cela veut dire s'il votait pour lui. Au cours de la même séance d'information, le ministre de l'administration territoriale a signifié au gouverneur qu'il était très important pour lui et pour eux
que le candidat du RDPC passe, c'est-à-dire Paul Biya. Que même s'il advenait que la population était au courant des mascarades et de la fraude électorale, alors les gouverneurs avaient le droit de demander l'aide de l'armée pour mater la population. Le véritable problème, c'est que le gouverneur Georges Achou Mofor, ce gouverneur de l'Est du Cameroun, lui, il n'est pas à l'aise avec cela. Il croit en la démocratie. Il croit aussi aux libertés. Il croit aussi que le Cameroun n'a pas besoin de mater sa population et il croit également qu'un gouverneur n'a pas le droit de manipuler les urnes. Il croit également qu'un gouverneur n'a pas le droit de se positionner par rapport à un candidat. Il est également conscient que s'il ne le fait pas, eh bien, il ne sera pas bien noté. Il n'aura plus le 19,5 sur 20. Il aura peut-être 0. Et peut-être qu'il ne sera plus gouverneur. Il va donc laisser faire. Il va constater par lui-même les mascarades. Il va constater par lui-même les fraudes. Et comme il est inconfortable avec cela, et comme ce n'est pas dans ses idéaux, comme cela ne représente pas ses valeurs, il va donc remettre une lettre de démission au président de la République et il va quitter la province de l'Est du Cameroun. Formidable. Formidable. Un gouverneur qui a eu ce courage parce qu'il croyait en ses valeurs. Et ça, Camerounais, c'est de ça qu'il s'agit. Ne laissez jamais tomber vos valeurs pour quelques bouts de pain ou de sardines. Croyez en vos valeurs. Quand vous croyez en vos valeurs, eh bien, vous mourrez dignement. Gilbert André Tsongi, qui était le ministre de l'administration territoriale, eh bien, lui, il ne va pas démissionner. Paul Biya ne va pas non plus le congédier. Au contraire, il va devenir vice-premier ministre. Lui, il a eu 20 sur 20. En fait, ce que nous devons comprendre, c'est que tonton Gilbert, puisqu'il faut l'appeler comme ça, monsieur Gilbert André Tsongi, tonton Gilbert est l'homme qui a vraiment œuvré pour que Paul Biya ait le fameux 40%. Sinon, ça aurait été une hécatombe. Il faut bien comprendre que les Camerounais sont en pleine crise économique. Ils ont besoin de voir du nouveau. Ils ont besoin de changement. Hélas, il n'y aura pas de changement. Dire qu'à ce moment-là, Paul Biya était seulement à 10 années au pouvoir. On était en 1992. Nous sommes en 2020. La même année, il y aura des élections municipales. La ville de Douala va passer à l'opposition. Oh que oui! C'est le SDF qui mène la ville de Douala. Au lendemain de ces élections, bien évidemment, Paul Biya va donc refaire un nouveau gouvernement. Sadou Ayatou va donc quitter le poste de Premier ministre au profit d'un Simon Achidi Achou que personne ne connaissait. Il vient du nord-ouest. Piès Mengue devient le chef d'état-major. Kava Yegre Djibril, le président de l'Assemblée nationale. Alexis Dipanda Mwele, le président de la Cour suprême. Achidi Achou, le premier ministre du Cameroun. Luc Ayan, le président du Conseil économique et social. Paul Biya, le magistrat suprême. 1992, il n'y a pas que le gouverneur de la région de l'Est qui a démissionné. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative va démissionner lui aussi. Garga Aman Hadji. Pourquoi ce ministre de la fonction publique démissionne, mes chers amis? En fait, lui, il était ministre de la fonction publique et du contrôle supérieur de l'État. Ce mec, il était intransigeant et à ses droits merci. En fait, le ministre Garga Aman Hadji quitte son poste de fonction publique et de réforme administrative pour la simple raison qu'il aimait bien son précédent ministère, qui était le ministre de la fonction publique toujours, mais avec le contrôle supérieur de l'État.
Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Gargan Aman Hadji, il décide de démissionner pour la simple raison que, avant d'avoir le ministère de la fonction publique et des réformes administratives, c'était le ministère de la fonction publique et du contrôle supérieur de l'État. Dans le contrôle supérieur de l'État, entendez le mot gendarme. En fait, lui, il avait pour mission d'attraper tous les voleurs de fonds publics. Et il les avait attrapés. Le problème, c'est que parfois, Paul Biya, il prend des mesures, parfois il change, il est ondoyant et divergent. Pendant qu'il contrôle et qu'il dénonce toutes les personnes qui sont voleurs des deniers publics, volte-face, Paul Biya va faire un remaniement. Et ce dernier va hériter du même ministère, mais n'aura plus le portefeuille contrôle supérieur de l'État. Non. On va le remplacer par la réforme administrative. En fait, pour lui, c'est une démotion. Ce n'est pas une promotion. Il estime que Paul Biya lui a enlevé le portefeuille dont il y tenait mordicus. Il estime que la réforme administrative, c'est une forme de démotion quand on compare avec le contrôle supérieur de l'État. Pour lui, eh bien, c'est inacceptable. Pour ceux qui connaissent M. Gargan Aman Hadji, c'est un homme qui n'a pas sa langue dans la poche. Il est très libre comme homme. Je pense même qu'au Cameroun, c'est une des personnalités politiques que j'aime beaucoup. Il est très coloré. Pas qu'il s'en fout, mais c'est un homme assez suffisant, qui n'a peur de rien et qui dit ce qu'il en pense. 1992, le ministre de l'Éducation nationale... Écoutez, celle-là, elle est bonne. Elle est bonne. Le ministre de l'Éducation nationale, ce nouveau ministre, il s'appelle Robert Mbella Mbappé. Il s'est dit, à un moment donné, après avoir fait une inspection de son ministère de l'Éducation nationale, il s'est dit, il y a trop d'élèves dans les salles de classe. Les effectifs sont pléthoriques. Il va falloir réduire cela parce que, selon lui, ces effectifs pléthoriques sont à l'origine des mauvais résultats scolaires, les performances scolaires des jeunes. Alors lui, il se dit, en 92, au mois de juillet, il envoie dans une note à toutes les délégations du ministère de l'Éducation nationale, demandant aux délégués de veiller à ce que, en septembre, que les salles de classe ne dépassent pas 60 élèves. Génial. Au mois de décembre, il va donc demander un rapport pour voir si est-ce que tout ce qu'il avait dit a été appliqué. Échec total. Impossible au Cameroun d'avoir des classes de moins de 60 élèves. Impossible. Et c'est là qu'il va se rendre compte que les Camerounais sont très nombreux et qu'il manque peut-être d'établissements scolaires. Et là, Paul Biya va devenir un bâtisseur de collèges. Les collèges d'enseignement secondaire CES vont commencer à pousser comme des champignons dans tous les villages. Triste nouvelle, le 29 juillet 1992, la femme du président de la République, Jeanne Irène Biya, est trouvée morte au palais d'Etoudi à Yaoundé. Officiellement, elle serait morte d'une courte maladie. Le président, il est absent. Il va donc revenir rapidement au chevet de sa femme et le 1er août, elle sera inhumée au palais de Vormeka. En fait, qui est Jeanne Irène Biya? Jeanne Irène Atiam Doumain, c'est exactement cela son nom, est née le 12 octobre 1935 à Monogombo. C'est un petit village situé dans la commune d'Andom, près d'Akonolinga, dans le département du Nyon et Foumou, dans la région du centre. Donc, Jeanne Irène Biya va donc fréquenter au Cameroun le collège. Elle ira faire l'école des sages-femmes à Nantes, en France. Elle va rencontrer Paul Biya en France. Et le 2 septembre 1961, les deux vont se marier. Paul Biya va donc prendre cette femme pour épouse. Et au retour au Cameroun, elle sera sage-femme à l'hôpital central de Yaoundé. Elle sera donc ici la première dame du Cameroun. Jeanne Irène Biya, pour nous qui la regardions à travers le prisme de notre écran de télévision, elle était très calme, c'était une belle femme, elle avait beaucoup de candeur, elle était beaucoup plus introvertie, elle matchait avec le président de la République, les deux formaient une union vraiment parfaite, il n'y avait pas d'exubérance, c'était assez classe, assez posé. Les Camerounais l'appelaient affectueusement maman.
Comme je vous l'ai dit, officiellement, Jeanne Irène Bia serait morte de courte maladie. Bien sûr, vous dites, courte maladie, c'est quoi une courte maladie? Silence total. Après, il y a une folle rumeur qui veut qu'elle ait été assassinée. Pourquoi on l'assassine? Son cercueil a été verrouillé. On n'a pas pu voir son visage comme très souvent au Cameroun. Vous savez, nous sommes des Bantous. On aime les cadavres. On aime voir. On ne verra pas son visage. Alors, il y aura aussi des rumeurs qui vont spéculer sur le fait qu'on ne voit pas son visage et que ceci serait dû au fait qu'elle a été défigurée. Une fois de plus, silence. Et ne comptez surtout pas sur Paul Biya. Il faut en savoir plus parce que lui-même, c'est un monsieur silencieux. Jeanne Irène Bia va donc laisser un garçon, Franck Biya. Ce qui est bizarre dans cette affaire, il y a quelque chose à investiguer. Si on était aux États-Unis, c'est clair que ce serait un super beau film hollywoodien, un bon film d'enquête. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont été en contact avant le décès de la première dame et après son décès ont tous été assassinés. Ils ne sont pas morts de mort naturelle, non. Il paraît que se confiait à des sœurs d'une mission catholique au sud du Cameroun. Elles ont été assassinées. Le médecin légiste qui a lavé le corps, qui s'occupait, du corps, a été assassiné. La sœur qui a lavé le corps a été assassinée. Il y a même un capitaine au nom de Motazi, qui est son neveu, qui était dans l'aide de camp du président Paul Biya, qui lui aussi a été retrouvé mort. Il y a aussi le père Angé Benvin, qui a été aussi assassiné. Bref, il y a quelque chose de mystérieux derrière la mort de la première dame du Cameroun, Jeanne Irène Bia. C'est assez nébuleux. Et croyez-moi, je ne suis pas un adepte des complots. Je ne suis pas un adepte de la sorcellerie, du mysticisme, du paranormal. Ce sont des choses que je ne comprends pas. Et quand je ne comprends pas, croyez-moi, je laisse tomber. À moins qu'une personne proche de l'entourage puisse me faire des confidences. Mais je peux vous rassurer que de ce que j'ai pu lire sur la mort de l'ancienne première dame, eh bien, que ce soit dans Jeune Afrique, que ce soit J. Riming Honor, que ce soit dans les colonnes de Cameroun Tribune, que ce soit dans les colonnes de Coup Franc, qui sont des revues, que ce soit sur Cameroun Web, que ce soit sur certains auteurs qui sont aujourd'hui en exil et qui ont écrit sur Paul Biya et la mort de sa femme, croyez-moi, de tout ce que j'ai pu lire, en fait, elle aurait été assassinée. Selon un ancien ambassadeur de France, François Huré, eh bien, Jeanne Irène Bia aurait entretenu des relations avec l'ancien président Amadou Ahidjo. Je vous assure que ça m'a glacé cette partie-là. Je comprends très bien que Paul Biya était le secrétaire général à la présidence et qu'il y avait une proximité sans doute entre le couple Biya-Irène et le couple Ahidjo-Germaine. Donc il est clair que les deux couples se voyaient beaucoup trop souvent. Mais j'ai comme la difficulté à croire que Amadou Ahidjo aurait fait des avances. J'ai comme la difficulté à croire que Amadou Ahidjo aurait fait des avances à Jeanne Irène Bia, sachant que c'est la femme de son secrétaire général. En même temps, je me dis tout est possible parce que si ces informations sont en ligne et que les informations n'ont pas été corrigées et que cet ancien ambassadeur aurait dit cela, alors croyez-moi, ça fait bizarre, je vous assure. Et je ne sais pas si vous connaissez Robert Kili. Robert Kili, c'est l'ancien ministre du Travail de 2002 à 2011 et après ministre des Transports de 2011 à 2015. Robert Kili, en fait, c'est le petit frère de Jeanne Irène Bia. Paul Biya a fait de lui son ministre. Aujourd'hui, Robert Kili, il est dans des sales draps. Souvenez-vous des avions chinois de la Camerco, le MA-60. Alors, le MA-60 est un avion qui coûte 7 milliards. Le Cameroun en a acheté 2. Mais au lieu de trouver une facture de 14 milliards, les contrôleurs de l'État ont trouvé une facture de 34 milliards.
Il y a un 20 milliards, mes chers amis, qui ont disparu. Et à ce moment-là, Robert Kili était le ministre des Transports. Il y a donc une délégation d'inspecteurs camerounais qui sont allés en Chine au siège même de l'entreprise qui fabrique les avions MA60. Et ils leur ont posé la question, vous avez vendu les mêmes avions à Sassou Nguesso, au Congo. Facture 14 milliards. Pouvez-vous, s'il vous plaît, messieurs, nous expliquer comment se fait-il qu'au Cameroun, le même avion, même nombre de sièges, même architecture, même calingue, même capacité pour voler, avec les mêmes interdictions en plus pour atterrir sur les aéroports européens. Comment se fait-il que nous, au Cameroun, on l'a acheté à 34 milliards? Expliquez-nous ça, monsieur les Chinois. Et apparemment, il y a quelqu'un qui est parti avec 20 milliards. Si jamais, à la fin de l'opération Épervier, il est arrêté, inculpé et peut-être condamné, et que ce soit lui, ça pose un véritable problème chez nous autres les Camerounais. La relation que nous avons avec l'argent. Nous avons un gros problème avec l'argent. Il va falloir franchement qu'on se couche tous sur un canapé et qu'on se fasse tous psychanalyser au Cameroun. Pourquoi aujourd'hui les Camerounais qui sont censés gérer nos biens publics, qui sont censés gérer l'argent qui appartient à la communauté, comment se fait-il que les Camerounais qui sont censés être responsables puissent prendre autant d'argent? Admettons même que ce soit le cas. Qu'est-ce qu'il fait avec 20 milliards? On s'entend, il est présumé innocent. Je ne l'inculpe pas. Mais comme c'est le concerné, spéculons. Admettons que ce soit le cas. Comment a-t-il pu faire pour acheter un avion à 34 milliards quand le même avion a été vendu chez le pays voisin à 14 milliards? À moins que les Chinois nous ont eu. Mais ça m'étonnerait un tout petit peu. Un avion qui n'a même pas le droit de voler en Europe, un avion qui n'a pas de permis pour voler dans certains aéroports, vous le vendez à 34 milliards, alors que le pays voisin l'a acheté pour 14 milliards, et qu'il y a un 20 milliards qui ont disparu. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et après, les Camerounais n'ont même pas le droit de s'exprimer, les Camerounais n'ont même pas le droit de crier leur ras-le-bol, ils n'ont pas le droit de dire c'est assez, ils n'ont pas le droit de dire trop c'est trop, ils n'ont même pas le droit de crier leur rage et de dire au président ce qu'ils en pensent parce qu'ils ont peur d'être mis en prison. Mais vous savez, 20 milliards, ça tue beaucoup de Camerounais. Avec 20 milliards, on peut acheter des appareils pour les hôpitaux et soigner des Camerounais. Avec 20 milliards, on peut faire beaucoup de choses. Et si c'est dans les poches d'un seul individu, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Louis-Paul Motazé, le ministre de l'économie, eh bien, c'est le neveu de Jean-Irène Bia aussi. Je ne suis pas en train de dire que Paul Biya a mis sa famille tout autour du pouvoir, qui sont tous des ministres. Je dis juste que c'est ça donne que son frère était ministre et son neveu est ministre. Oh, il y en a qui sont bien nés, il y en a qui ont de la chance. Alors, quand on a la chance qu'un tonton est au pouvoir et que tout le monde peut être au pouvoir, alors pourquoi pas, hein? La méritocratie, ça peut attendre, n'est-ce pas? Alors mes chers amis, merci beaucoup de nous suivre, merci pour les partages. C'était l'année 1992, dans la tête de Paul Biya, on parlera de l'année 1993. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun en 1993? Quelles sont